Très bien, donc voilà un petit peu pourquoi le raisonnement marginaliste, c'est le raisonnement qui a été attribué à l'homo economicus, à l'agent économique, qu'il soit consommateur ou producteur, dans la théorie néo-classique, en raisonnant unité par unité de manière séparée. Ça permet d'éliminer donc les erreurs liées à la compensation et ça permet aux consommateurs, aux producteurs de faire le meilleur choix possible, c'est-à-dire toujours choisir les options pour lesquelles le bénéfice marginal dépasse le coût marginal. Très bien. Alors maintenant, donc, on va arriver à la section 5, la dernière section de ce premier chapitre. On va étudier donc le choix rationnel, d'accord, le choix rationnel du consommateur, bien sûr, dans l'approche qu'on a appelée l'approche ordinale. Donc on a vu donc dans l'approche cardinale comment les choses se passent. Maintenant on va passer à l'approche moderne qui a été adoptée par les économistes, à savoir l'approche ordinale. Pour rappel, donc dans l'approche ordinale, ce qui compte, ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas l'intensité de préférence, ce n'est pas la valeur absolue des chiffres ou les indices d'utilité, mais ce qui compte c'est leur valeur relative. Est-ce que c'est supérieur, est-ce que c'est inférieur? Autrement dit, ce qui compte c'est l'ordre de préférence entre les paniers. Très bien. Alors, juste, je rappelle un petit peu pour que vous ayez ou que vous voyez un petit peu la continuité avec ce qu'on a déjà fait précédemment. Je rappelle que notre objectif, c'est, à travers ce chapitre, définir donc les concepts de base, principaux concepts qu'on va utiliser pour résoudre le problème du choix du consommateur. Donc, on est parti sur les définitions du consommateur, des biens, de l'utilité, de la satisfaction, etc. On enchaîne avec la relation de préférence. Pourquoi? Parce que justement pour étudier le choix du consommateur qui est considéré comme rationnel, il faut étudier sa préférence, sa relation de préférence. C'est-à-dire comment il classe les paniers. Et on avait établi que si la préférence, le classement est rationnel, le choix sera forcément rationnel. Il y a des conditions, donc on avait appelé l'axiomatique des préférences, les 3 axiomes, complétude, réflexivité et transitivité. Et que quand ces 3 conditions sont vérifiées, eh bien, on peut remplacer la relation de classement qu'on appelait la préférence par une fonction d'utilité, n'est-ce pas? Et la fonction d'utilité, justement, ça permet de faciliter, d'aller plus rapidement dans le classement des paniers, surtout lorsqu'il y en a plusieurs, et lever l'indétermination dans certains cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction d'utilité UXY, qu'on a appelée U, qui dépend bien sûr des quantités consommées, des 2 biens, donc on suppose qu'il y a seulement 2 biens, c'est la représentation, d'accord? C'est la représentation mathématique des préférences du consommateur, si vous voulez. Alors, mathématiques des préférences du consommateur, c'est-à-dire les différents classements qu'il peut obtenir entre les paniers. Très bien. Représentation mathématique des préférences du consommateur. OK? Très bien. Alors, cette fonction d'utilité, justement, ça va nous permettre de nous aider à résoudre le problème du choix du consommateur. Alors, je rappelle, le problème du choix du consommateur, c'est quoi? Eh bien, d'un côté, il a des besoins, on a déjà parlé de ça, qui sont illimités. Et de l'autre, bien sûr, il a un budget ou des ressources qui sont limitées. C'est le problème de la rareté, bien sûr, qui lui impose de faire un choix, n'est-ce pas? Donc, on a déjà réexpliqué ça. Donc, problème du choix du consommateur, besoin illimité avec des ressources limitées. Donc, ça pose un problème de rareté qu'on doit résoudre à travers des choix. On doit prendre des décisions, d'accord? Donc, notre objectif en tant qu'économiste, c'est d'expliquer ces choix-là et d'aider à comprendre ces choix. Alors, les besoins illimités, en fait, donc, quand on parle de besoin, on parle forcément de satisfaction. Donc, le consommateur rationnel, c'est pour ça qu'on suppose qu'il est rationnel, donc cherche à faire quoi?
bah, à satisfaire le maximum de ses besoins. Bien sûr, il ne peut pas satisfaire tous les besoins, mais il va essayer d'en satisfaire le maximum. Hein. Donc, si l'on a 15, bah, peut-être qu'il ne va pas réussir à satisfaire les 15, mais s'il arrive à satisfaire le maximum, c'est-à-dire 10 ou 8, chacun selon ses moyens, eh bien, c'est déjà pas mal. Donc, besoin illimité. Donc, le consommateur cherche à satisfaire, à avoir le maximum de satisfaction, n'est-ce pas? Très bien. À satisfaire le maximum de besoins. Mais, est-ce qu'elle est libre de satisfaire ces besoins-là? Bien sûr, non. Donc, maximiser la satisfaction, tout en respectant quoi? Le budget, c'est-à-dire la limitation des ressources. En respectant ces ressources limitées, c'est-à-dire son budget. Parce que ces ressources, c'est le budget. Ça peut être le temps, hein, donc aussi dans d'autres cas, etc. Donc, le consommateur cherche à satisfaire le maximum de besoins, donc avoir le maximum de satisfaction, tout en respectant son budget, sans dépasser son budget. Alors ça donne quoi en final? Donc, je vais chercher le maximum. Satisfaction, c'est quoi? C'est la fonction d'utilité qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je cherche à maximiser la fonction d'utilité, ok, sous la contrainte, c'est-à-dire sous contrainte, ok, que le budget n'est pas dépassé. Alors, quand est-ce que le budget n'est pas dépassé? Lorsque le revenu c'est le budget, R, je vais le mettre R, revenu si vous voulez, est égal à la dépense. C'est-à-dire, ce que je gagne, ce que j'ai comme argent, je le dépense exactement. Donc, ni plus ni moins. Donc là, je ne dépasse pas mon budget. C'est ça le problème du choix du consommateur. Comment avoir le maximum de satisfaction des besoins sans dépasser le budget, c'est-à-dire respecter toujours l'égalité entre le revenu, mon salaire, mon revenu, et les dépenses que je vais engager. Très bien. Alors, on avait commencé par étudier donc cette fonction d'utilité, on a vu l'approche cardinale, l'approche ordinale, etc. On a vu comment on calcule l'indice d'utilité, donc il n'y a pas de souci. Alors, ce qui nous intéresse dans cette premier point qu'on va étudier dans cette section 5, on va s'intéresser à la représentation graphique. Pourquoi? Parce que ce problème-là, on va le résoudre de manière analytique, c'est-à-dire à travers des équations, à travers l'étude de la fonction d'utilité, etc. Problème d'optimisation, si vous voulez. Mais aussi, on va le résoudre de manière graphique. C'est-à-dire qu'on a besoin de la représentation graphique de la fonction d'utilité. Et donc, si on n'a pas cette représentation graphique, on ne peut pas faire la résolution, bien évidemment, avec cet outil-là. Donc, on doit étudier, voilà, quelle est la courbe qui va représenter donc cette fonction d'utilité. Et on va faire pareil pour la contrainte, ce qu'on appelle la contrainte budgétaire, c'est-à-dire voilà la représentation mathématique, mais aussi la représentation graphique. Et une fois on a terminé ce travail-là, eh bien dans le deuxième chapitre, donc on va voir comment on va résoudre ce problème mathématiquement parlant. Donc ce qui reste dans cette section, toujours dans la préparation du deuxième chapitre, c'est-à-dire les ingrédients nécessaires pour résoudre ce problème, parce que c'est ça notre objectif. Alors, qu'est-ce qui va nous donner ça, donc, enfin, la résolution de ce programme, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner la combinaison optimale, rappelez-vous, donc c'est-à-dire la quantité optimale de X et la quantité optimale de Y, qui va répondre aux trois questions. Qu'est-ce qu'on va consommer, combien on va consommer et, pardon, comment on va consommer. Donc, la solution à ce problème, donc la solution à ce problème, d'accord, sera donnée par la combinaison optimale ou rationnelle, donc si vous voulez, ou rationnelle. Donc on note x, y, mais pour faire la différence avec n'importe quel x, donc je note x étoile et y étoile. Ok, très bien. Voilà donc notre objectif, trouver à quoi est égal x étoile, y étoile, qui permet d'avoir le maximum de satisfaction, comme on vient de le dire, sans dépasser le budget. Et pour trouver cette solution, donc il y a deux manières, soit de manière analytique, algébrique, soit de manière graphique. Alors, pour l'algébrique, on a déjà ce qu'il faut. Maintenant, donc, on va préparer donc les ingrédients graphiques. Comment représenter la fonction d'utilité de manière graphique, comment représenter la contrainte budgétaire aussi de manière graphique, et c'est ce qu'on va étudier, d'accord, dans cette section. Très bien. Alors, premier point, si vous le voulez bien, donc on va voir, disons, donc la courbe qui représente donc la fonction d'utilité, on l'appelle la courbe d'indifférence. Donc, on va définir ce qu'on entend par courbe d'indifférence. Donc, définition de la courbe d'indifférence.
Très bien. Alors, pour donner cette définition, donc je vais partir d'un petit exemple, si vous permettez. Alors, exemple basique, ça va nous permettre de construire cette définition. Donc, soit la fonction d'utilité suivante. Alors, juste à propos, hein, ceux qui se posent la question, différence entre l'approche cardinale et l'approche ordinaire, on l'a déjà fait. Mais là, concernant le choix du consommateur, vous l'avez remarqué, dans l'approche cardinale, on a utilisé uniquement une fonction d'utilité qui dépend d'une seule variable, c'est-à-dire de x, si vous vous rappelez de l'exemple. Mais là, dans l'approche ordinale, on aura l'occasion d'utiliser les deux biens, c'est-à-dire x et y. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir la combinaison qui nous intéresse, c'est-à-dire x étoile et y étoile ici. Ok? Très bien. Donc, soit uxy est égal à x fois y. On a un ensemble de paniers, hein, donc je vais vous lister ici. Donc, le panier A, par exemple, 4, 3. Le panier B, 5, 6. Le panier 6, 3, 2. Panier D, 2, 6. Ensuite, je continue avec le panier E, 6, 1. Le panier F, 7, 4. Je prends un panier G, 3, 4. Et H, 2, 3. OK? Question, quel est le point commun, d'accord, entre ces différents paniers? Entre ces différents paniers. Alors, bien sûr, vous en doutez un petit peu, hein, le premier réflexe qu'on vous aurait, certainement, c'est de comparer les quantités. Ok, vous allez dire, oui, les quantités, etc. Mais vous allez bien remarquer que, bon, certains, ils ont peut-être des quantités égales du bien Y, d'autres des quantités égales du bien X, ok. Mais voilà, donc, mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. En fait, ce qui nous intéresse, c'est en termes de satisfaction, d'accord? Comme j'ai dit la dernière fois, lorsqu'on va travailler sur les paniers, toujours, on regarde un petit peu le niveau d'utilité. C'est ça qui détermine le choix, la préférence et donc le choix du consommateur. Alors, quel est le point commun entre ces différents paniers en termes de satisfaction? Donc, si je voudrais déterminer le panier, enfin, le point commun, ça veut dire, est-ce qu'ils ont le même niveau d'utilité tous, ou est-ce qu'il y a quelques-uns qui ont des niveaux d'utilité identiques ou pas, ou différents, etc. Donc, de toute façon, pour répondre à cette question, je dois calculer quoi? L'utilité de tous ces paniers-là. U de A, U de P, U de C, U de E, F, G, H. Et après, je regardais, en fonction des chiffres obtenus. Allons-y. Donc, calculons U de A. Alors, U de A, c'est très simple. On a la fonction d'utilité ici, hein, donc je la remets, qui est égale à X fois Y. Donc, pour chaque panier, je vais remplacer la quantité de X et Y qui se trouve dans ce panier, et je multiplie les deux quantités, les deux chiffres de X et de Y, parce que ici j'ai une multiplication. Ok. Très bien, donc U de A est égal à quoi? XA fois YA tout simplement. Et je remplace, ça fait 4 fois 3, ça fait 12, n'est-ce pas? Très bien, et je fais pareil pour les autres paniers, XB fois YB, qui est égal à 5 fois 6, est égal à 30. Et je continue de C, donc là je peux aller plus vite, hein, directement les chiffres, 3 fois 2, ça fait 6. U de D est égal à 2 fois 6, ça fait 12. U de E est égal à 6 fois 1 est égal à 6. On continue. U de F, ça c'est E pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour F, donc c'est 7 fois 4, ça fait 28. Et U de G est égal à 3 fois 4, ça fait 12. Et enfin, U de H est égal à 2, 3 est égal à 6. Très bien. Donc, qu'est-ce que je remarque? Voilà, je remarque qu'il y a certains paniers pour lesquels l'indice d'utilité, c'est-à-dire le niveau de satisfaction, elle est le même. Alors, je commence par A, donc j'ai 12. Je regarde là où les chiffres, où les indices d'utilité se répètent. Donc, 12, il se répète combien de fois? Donc là, j'ai 36. Là, j'ai encore 12. OK. Et là, j'ai 12. Donc, ça veut dire quoi? J'ai 12 qui se répète 3 fois. Donc, on a U de A qui est égal à U de D, qui est égal à U de G, qui est égal à 12. Alors, lorsque j'ai des paniers qui donnent le même niveau de satisfaction, quel est le classement qui sera adopté par le consommateur?
bien sûr, il sera indifférent entre les trois. Donc, le consommateur sera indifférent entre A et D et G. Donc, comment je vais écrire ça? Indifférent, comme on a vu déjà dans la section sur la relation de préférence, tout simplement. Très bien. Et après, je regarde, je reviens à mes chiffres d'utilité. Est-ce qu'il y a un autre chiffre qui se répète, un autre indice d'utilité? Ben, je remarque que 6, il se répète 3 fois aussi. Donc, j'ai U de C ici, qui est égal à 6. Là, j'ai U de E. OK, 6 aussi. Et après, U de H à la fin, qui est égal aussi à 6. Donc, j'écris U, bien sûr, de C, qui est égal à U de E, qui est égal à U de H. Ce qui implique, bien sûr, que le consommateur, pareil, puisqu'il lui donne le même niveau de satisfaction, il va être indifférent entre ces trois paniers. Donc, c'est indifférent à E, indifférent à H. OK? Très bien. Alors, pourquoi on fait tout ça? Vous allez me dire, oui, où vous allez, où vous voulez en venir, hein, en réalité. En réalité, c'est que les trois paniers-là que vous avez A, ils sont là, A, D, G, puisqu'ils donnent le même niveau d'utilité ou de satisfaction, si je les représente graphiquement, eh bien, et je les relie à ces 3 points, parce que comme on l'a déjà fait pour la représentation graphique d'un panier, ça va nous donner un point. Eh bien, si je relie ces 3 points, je vais obtenir une courbe. Et cette courbe, elle a un nom. Ça s'appelle la courbe d'indifférence ADG. Pourquoi d'indifférence? Parce qu'il regroupe tous les paniers entre lesquels le consommateur, elle est indifférent. Et d'ailleurs, le mot indifférence, courbe d'indifférence, vient d'indifférent. Donc, courbe d'indifférence, c'est la courbe qui contient des paniers entre lesquels le consommateur, il est indifférent. Donc là, effectivement, il se trouve que le consommateur, il est indifférent entre A, D, G. Donc, je peux dessiner une courbe qui passe par ces 3 points A, D, G et qui regroupe donc ces paniers entre lesquels, bien sûr, le consommateur, voilà, ça lui est égal de prendre A ou D ou G parce que ça lui donne le même niveau de satisfaction. Et donc, pareil aussi, hein, si je prends C, E, H, je peux représenter les 3 points C, E, H, les relier, donc tracer une ligne qui relie C, E et H, et j'obtiens une nouvelle courbe d'indifférence qui s'appelle CEH, qui contient ces 3 paniers, qui représentent bien évidemment ici le niveau d'utilité 6. D'accord? Donc, grosso modo, quand on parle de courbe d'indifférence, ça veut dire quoi? C'est un ensemble de paniers qui donnent le même niveau d'utilité. Le même niveau d'utilité, ici 6. Ici, le même niveau d'utilité 2. Attention, quand je dis le même niveau d'utilité, ce n'est pas le même pour tous les paniers. Non, c'est le même pour les paniers qui appartiennent à cette courbe. Et donc, on peut avoir plusieurs niveaux d'utilité et donc plusieurs courbes d'indifférence. Donc, pour la courbe 12, qui représente le niveau d'utilité 12, donc il y a 3 paniers entre lesquels le consommateur est indifférent. A, D, G. Pour la courbe d'indifférence qui représente le niveau d'utilité 6, il y a 3 paniers entre lesquels le consommateur est indifférent. Donc, voilà, on peut écrire que A, d'accord, les paniers A, D, G appartiennent à la courbe d'indifférence qui représente le niveau d'utilité parce que chaque courbe d'indifférence représente un niveau de satisfaction. C'est ça sa définition. Donc U est égal à 12. D'accord? Et de la même manière, on peut écrire aussi que CEH appartient donc à la courbe d'indifférence qui représente le niveau d'utilité 6. OK? Très bien. Donc, on peut écrire ADG, OK, appartient. CI, c'est la courbe d'indifférence. Hein. L'abréviation, c'est pour courbe indifférence, donc I. Donc, la courbe d'indifférence CI, c'est-à-dire ADG. On peut l'appeler ADG aussi, hein, d'accord, pour faire simple. D'accord? Très bien. Alors, je continue. Pour les paniers CEH, de la même manière, donc CEH, appartient donc à la courbe d'indifférence CEH, dont le niveau d'utilité U est égal à 6. Et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Donc, de manière générale, ok. Donc, définition. Une courbe d'indifférence
D'accord? Une courbe d'indifférence représente ou contient l'ensemble des combinaisons de consommation entre lesquelles le consommateur il est indifférent, c'est-à-dire, pour qu'il soit indifférent, il faut qu'il procure le même, n'est-ce pas, qu'il procure un niveau d'utilité identique. Un niveau d'utilité ou de satisfaction identique. D'accord? Donc, c'est l'ensemble des combinaisons qui donnent le même niveau d'utilité, pour faire simple, ce qui implique que le consommateur, il est indifférent. Et c'est pour ça qu'on l'appelle indifférence, courbe d'indifférence. Et indifférent entre les paniers de la même courbe d'indifférence. Je vais mettre CI. CI, ça veut dire courbe d'indifférence. D'accord? Très bien. Donc, quand je prends, tout à l'heure, on a dit CEH, voilà, vous voyez, il appartient à la même courbe d'indifférence. Donc, le consommateur, il est indifférent entre le panier C ou le panier E ou le panier H. Donc, ça lui donne toujours le même niveau d'utilité qui est égal à 6. Qu'il consomme ce panier-là ou ce panier E ou ce panier H, c'est toujours le même résultat pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il est indifférent. Très bien. Alors, pour la représentation graphique, donc c'est on représente les paniers tout simplement point par point et après on va les relier. Donc si je prends donc rapidement, je vais pas respecter les chiffres, l'échelle parce que voilà. Donc sur l'axe des abscisses, pour ne pas perdre du temps, sur l'axe des abscisses on reporte les quantités de x et les quantités de y, donc sur l'axe V vertical. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre donc les paniers qu'on a pris. Donc on a A, D, G. A c'est 4, 3, D c'est 2, 6. Alors 4, 3, donc ça devrait être ici 2, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je vais représenter juste la première, ok. Ça c'est le panier A, vous voyez. Ensuite, le panier D, donc c'est 2, 6. Donc 2 unités. Et là, c'est 5, 6 unités pour Y. D'accord? Donc ça, c'est D. Et après, enfin, donc le panier, on a dit G, c'est ça? Très bien. Le panier G, c'est combien? Donc on a 3, 4. 3 ici. 4 là. Ok. Voilà. Donc voilà, GA, D, G. Alors, quand est-ce que j'ai le droit de relier ces 3 points? Lorsque ils donnent le même niveau d'utilité. On a vu que U de A est égal à U de G est égal à U de D. Donc, lorsqu'ils donnent le même niveau d'utilité, qu'est-ce que je fais? Je vais juste tracer une courbe qui passe par ces 3 points, tout simplement. Et ça s'appellera la courbe d'indifférent, donc CI, ok, qui représente le niveau d'utilité 12. Okay. Donc, on appelle courbe d'indifférence. Donc, c'est une ligne à lieu géométrique qui relie les points qui représentent les paniers ou les combinaisons qui ont le même niveau d'utilité. Je ne sais pas est-ce que ça se voit. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié de montrer comme il faut le graphique. Donc là, j'espère que c'est clair. Voilà, donc on représente les 3 points qui les intéressent, A, G, D. Et après, je les relie. Mais je n'ai pas le droit de les relier s'ils ne donnent pas le même niveau de satisfaction. Et donc après, une fois ils donnent le même niveau de satisfaction, je peux les relier. Et donc, je vais tracer la courbe d'indifférence qui représente le niveau d'utilité correspondant. Ok? Très bien. Donc là, on va voir plusieurs... Donc là, l'interprétation, si vous voulez rapidement, pourquoi le consommateur est indifférent entre ces 3 points D, G et A. Donc on sait que A, c'est quoi? C'est 4 unités de X, 3 unités. Donc il peut consommer 4 unités de X, 3 unités de Y, pour avoir un niveau de satisfaction qui est égal à 12. Ou il peut consommer 3 unités de X, c'est-à-dire la combinaison G, 3 de X, 4 de G. Ou encore, il peut consommer juste 2 unités de X et 6 unités de Y. Donc, ces 3 possibilités, ces 3 options, lui donnent toujours le même résultat, c'est-à-dire 12 unités de satisfaction. Okay? Très bien. Alors, quelques remarques donc sur cette courbe d'indifférence, très important. Alors, première remarque, chaque courbe d'indifférence
représente, chaque courbe d'indifférence représente un niveau d'utilité. C'est ça la signification économique. Il représente un niveau d'utilité unique. Donc, il ne va pas représenter plusieurs niveaux d'utilité, un seul. OK? Donc là, cette courbe d'indifférence que j'ai ici dans mon exemple, il représente le niveau d'utilité qui est égal à 12. Ce n'est pas 2 ou 3 niveaux d'utilité différents, non. Un seul et unique niveau d'utilité. Très bien. Donc, il représente un niveau d'utilité unique. Et pareil, pour chaque niveau d'utilité, il existe une seule courbe. Il n'y a pas, par exemple, j'ai un niveau d'utilité qui est égal à 20, je ne vais pas trouver plusieurs courbes possibles. Une seule et unique courbe. Très bien. Deuxième remarque, chaque combinaison de consommation qui appartient, donc je vais mettre juste le symbole pour aller plus vite, qui appartient à une courbe d'indifférence, ok, qui appartient à une courbe d'indifférence, ok, prend le même niveau d'utilité, que cette courbe d'indifférence. Ça veut dire que si, par exemple, je prends un point ici, je prends n'importe quel point ici, X, bon, on va changer un petit peu parce qu'on a H. Imaginons, je prends la combinaison K. OK? Juste, hein, donc je ne connais pas la composition des quantités de X et de Y. Juste, on vous dit que la combinaison K, elle appartient à cette courbe d'indifférence. À quoi est égal U de K? Donc, sans avoir les quantités, c'est-à-dire la composition de ce panier, de cette combinaison, vous pourriez juste savoir que U de K, puisque K, elle appartient à cette courbe d'indifférence, donc U de K, il va prendre ce niveau d'utilité. Il va nous donner le même niveau d'utilité, parce que pour appartenir à cette courbe, il doit procurer le même niveau d'utilité que D, que G, E, A. Or, le niveau d'utilité de A, G, D, c'est 12. Donc, automatiquement, j'écris U de K est égal à 12. C'est ça la signification de cette deuxième remarque. Donc, sans savoir les détails, juste je regarde la position du point K, de panier. S'il appartient à une courbe d'indifférence, donc il va avoir son même niveau d'utilité. Très bien, ça c'est la deuxième remarque. Alors, ça c'est la plus importante des remarques, sur la même, très important, la même courbe d'indifférence, eh bien, le niveau d'utilité reste inchangé. Le niveau d'utilité reste inchangé. Alors, c'est vrai que ça peut être déconcertant pour certains d'entre vous, parce qu'ils voient que la courbe d'indifférence, elle est décroissante. Vous voyez? Elle est décroissante. Donc, ils croient que, enfin, il y a plein d'étudiants qui croient que l'utilité, elle est décroissante. Non. Le niveau d'utilité est toujours égal à 12. Vous voyez? Que je sois là, là, ici, là, au milieu, en haut. Donc, quelle que soit ma position sur la même courbe d'indifférence, sur cette même ligne, eh bien, mon niveau d'utilité reste toujours constant, égal à 12. Il ne changera pas. Quand est-ce qu'il va changer? Lorsque je veux me déplacer ici. Si je suis là en haut, bien sûr, ça va changer. Ou si je suis en bas ici, ça va changer. Mais tant que je suis sur la même courbe, le niveau d'utilité, même si l'apparence elle est décroissante, non, hein, c'est les quantités de X et de Y qui vont varier, mais le niveau d'utilité reste toujours constant, est égal à 12. Ok? Très bien. Donc, reste inchangé, c'est-à-dire constant. Donc, faites attention à ça parce qu'il y a des étudiants qui sont piégés par la forme décroissante de la courbe d'indifférence. Donc, même s'il est décroissante, la courbe, eh bien, le niveau d'utilité n'est pas décroissant. Il reste inchangé. Dernière remarque, ok, eh bien, le consommateur, bien sûr, est indifférent, d'où son nom d'ailleurs, est indifférent entre les différents paniers ou combinaisons appartenant à la même courbe d'indifférence. Donc, s'il est sur la même courbe d'indifférence, donc il suffit d'avoir les points, voyez, et on peut établir le classement direct. D'accord, comme tout à l'heure. Hein. Donc, si je vois A, G, D appartenir à la même courbe d'indifférence, eh bien, le consommateur, automatiquement, il est indifférent entre A, G et D. Automatiquement, d'accord? Parce que c'est ça par définition, hein, donc même de la nature de la courbe d'indifférence. Voilà donc un petit peu hein, quelques remarques pour comprendre et interpréter le sens de la courbe d'indifférence.